Bonjour. Petite notion qui va s'avérer intéressante et utile dans certains contextes, notamment quand vous allez avoir beaucoup d'objets et que vous allez devoir commencer à les gérer, la possibilité notamment de les grouper. Alors vous allez voir que dans Maya, il y a deux grandes manières de grouper. Donc, créer un groupe comme on le ferait par exemple dans n'importe quel logiciel. Créer un groupe un peu particulier qu'on appellerait une hiérarchie, donc avec la fonction de parentage, donc parenter des objets entre eux. Et alors un groupe temporaire qui aurait pour but de souder différents objets au niveau de leur enveloppe polygonale pour ne faire qu'une seule enveloppe au niveau du maillage, au niveau de la structure. Alors si vous regardez bien, les objets qui sont présents pour l'instant dans mon outliner, donc ici, sont tous des objets séparés, donc ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je les ai simplement mis dans une couleur particulière pour obtenir une thématique, pour attirer votre attention sur l'organisation qu'on va envisager dans quelques minutes. Donc vous voyez qu'ils sont tous fondamentalement indépendants les uns des autres. Ils ne sont rattachés à rien, ils ne sont groupés à rien, ils ne sont parentés à rien, ils ne sont combinés à rien. Alors, la première famille qui est la plus simple à envisager, c'est ce qu'on appelle le groupe, tout simplement ayant pour but de manipuler plusieurs objets dans l'espace pour les transformer rapidement ensemble ou ce genre de choses. C'est la solution la plus simple. Alors si je prends par exemple le petit morceau d'objet qui est ici, le cylindre et le cube qui sont là, vous voyez qu'ils apparaissent tous les trois séparément en sélection dans l'outliner. Si je veux simplement les grouper dans cet objectif-là, eh bien simplement la fonction CTRL-G, donc le raccourci clavier CTRL-G, pardon, pour grouper. Ou alors éventuellement ici, Edit, Group, c'est la même chose. Et donc je vais simplement grouper les trois objets. À partir de ce moment-là, à partir du moment où ils sont groupés, vous pouvez voir que dans l'outliner, il y a en fait l'icône d'un objet un peu particulier qui n'est pas représenté de la même manière que ceux que nous avons fait jusqu'à maintenant d'habitude. Ceux que nous avons produits ont toujours l'icône d'un petit plan qui correspond en fait à un mesh, donc à un maillage polygonal. Celui-ci avec une flèche rouge, c'est clairement en fait une entité groupe. Et donc c'est pour ça qu'elle se différencie visuellement. Et vous remarquez que les trois objets polygonaux constitués de maillage sont hiérarchiquement à l'intérieur du groupe. Donc une fois que ceci est organisé, on peut éventuellement renommer son groupe, comme on l'entend, comme on veut. À un moment donné, ce sera peut-être utile, quand vous aurez plusieurs groupes, de savoir qui est qui. Voilà. Et ce groupe, on peut le manipuler dans l'outliner, par exemple le déplacer. Par exemple, je vais le mettre ici au-dessus. Et donc, il se déplace avec l'intégralité de ces sous-groupes, donc de ces objets qui composent le groupe. Alors, une fois qu'un groupe existe, si je le manipule, si je manipule le groupe, oui, je sélectionne le groupe, je ne sélectionne pas un objet en particulier, à ce moment-là, je peux effectivement déplacer, transformer tous les composants du groupe en une seule fois. Donc jusque-là, pas de problème. Donc déplacement, rotation, éventuellement mise à l'échelle. Voilà. Quand le groupe est formé, j'ai malgré tout la possibilité de ne sélectionner qu'une partie du groupe. Et en venant ici dans la gestion de l'outliner, si je prends par exemple celui-ci, j'ai encore la possibilité de déplacer une partie du groupe librement. Et si je reviens sur le groupe en lui-même, à ce moment-là, je remodifie, je réédite l'entièreté du groupe. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Je repositionne mon objet ici. Voilà. Et donc, le groupe étant toujours constitué, j'ai toujours la possibilité de le manipuler complètement. Vous remarquez d'ailleurs que le groupe a son propre point de pivot. Si vous ne l'avez pas remarqué, je viens de le déplacer ici. Donc, un groupe, c'est aussi finalement un pivot spécifique qu'on attribue à toutes les composantes du groupe. Vous y reviendrez, notamment quand vous ferez de l'animation, ça sera utile. Donc ici, je vais remettre le pivot, par exemple, en plein milieu, donc en plein milieu de mon groupe. Ici, on a justement le bouton dont on avait déjà parlé, donc Reset Pivot, qui le repositionne automatiquement dans le centre géométrique. Donc il se met exactement au milieu des différents composants, au centre. Là, j'appuie sur D pour le valider. Donc le groupe, ça a cet objectif-là, pouvoir manipuler, transformer plusieurs objets en même temps. À n'importe quel moment, vous pouvez décider de casser un groupe ou de sortir des objets d'un groupe. Par exemple, cet objet-ci,
Je pourrais le sortir du groupe simplement avec le bouton central de la souris et en le ressortant du groupe dans l'outliner. Vous voyez, je le déplace. Et donc là, il ne fait plus partie du groupe. Donc si je reprends mon groupe, seuls les constituants du groupe sont transformables. Et comme cet objet-ci ne fait plus partie du groupe, il ne subit plus la transformation. Il est devenu un objet à nouveau indépendant que je peux manipuler séparément. À n'importe quel moment, je peux le remettre dans le groupe. Et à ce moment-là, il est à nouveau membre du groupe. Voilà. Donc le groupe, fondamentalement, il a des objectifs de transformation appliqués à plusieurs objets en même temps. C'est ça son objectif. La deuxième famille un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle en fait une hiérarchie. Alors là, la hiérarchie, c'est une famille de groupes, mais un petit peu spéciale parce que justement, elle dispose d'un ordre hiérarchisé qui va dépendre du point de pivot de chacun des objets. Si je regarde par exemple cet objet-ci, vous voyez pour l'instant j'ai déplacé son pivot ici à l'extrémité. Donc souvenez-vous, avec D, je peux manipuler le pivot comme je l'entends. Donc là, il est à l'extrémité. Si je prends le cylindre, le pivot est également à l'extrémité. Et si je prends par exemple le cube, son pivot est ici sur un angle à la base. D'accord ? Alors si j'effectue cette fois-ci une hiérarchie au lieu d'un groupe, eh bien, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction de parenté. Et quand on parente des objets, on les parente généralement, parenter c'est littéralement ça que ça veut dire, hiérarchiser, on les parente généralement de l'enfant vers le dernier parent. Donc je vais prendre par exemple le petit objet qui est ici, et je vais ensuite cliquer sur le cylindre, et pour parenter, je vais faire P pour parent, ou éventuellement ici, c'est dans la même colonne que les groupes, vous avez parent avec la touche P ici pour faire la parenté. Donc je fais une parenté, on va voir ce qui se passe. Et vous voyez que cette fois-ci, c'est plus tout à fait la même chose qu'un groupe. Il y a une notion hiérarchique qui existe aussi, mais cette fois-ci, j'ai un objet constitué d'un maillage polygonal qui est hiérarchisé à un autre. Et je vais faire la même chose entre celui-là et celui-ci. Donc je sélectionne le cylindre, je sélectionne le cube, et j'appuie sur P pour également les parenter. Et donc maintenant, ici, on a une parenté à 3 niveaux. Alors vous allez me dire, quelle est la différence avec un groupe? Au début, on pourrait croire que c'est la même chose. C'est-à-dire que si je prends le parent hiérarchique le plus éloigné, je peux décider éventuellement, quand je le déplace lui, de déplacer l'ensemble de la hiérarchie. Donc de ce côté-là, c'est très très proche d'un groupe au niveau du concept. Je peux même, si je prends par exemple un enfant hiérarchique, donc un des membres de la hiérarchie, je peux éventuellement le déplacer sans que ça n'influence ses parents. Par contre, si je prends un parent intermédiaire, si je le déplace, j'ai d'office déplacer son enfant direct. Donc vous voyez que ceci, si je déplace le parent, je déplace les deux enfants. Si je déplace ce parent-ci, je déplace son enfant aussi. Et si je déplace celui-ci, c'est le dernier enfant, lui effectivement n'aura aucune incidence sur ses parents hiérarchiques. Alors, le fait de créer une hiérarchie, ça permet simplement de organiser des rotations autour des points de pivot. Donc si vous avez hiérarchisé des objets, eh bien, au moment où vous les manipulez, comme ils sont hiérarchisés avec un point de pivot spécifique, vous pouvez donner la sensation qu'ils sont articulés. Donc si je prends par exemple mon cube et que je le pivote, puis ensuite si je pivote par exemple le cylindre, ou si je pivote le petit bout ici, je peux créer à ce moment-là une pause dans la hiérarchie qui visuellement est différente. Et donc le parent hiérarchique va manipuler les deux enfants hiérarchiques, alors que l'enfant hiérarchique ne va avoir pour conséquence que lui-même. Et donc ça, c'est un concept que vous allez beaucoup utiliser quand vous allez commencer à faire de l'animation ou quand vous allez envisager éventuellement la création de poses pour des personnages. Mais pas à proprement parler de l'animation en tant que telle, qui pourrait convenir aussi à de la modélisation. Donc ici, je vais réajuster celui-là et ensuite réajuster celui-ci. D'accord ? Donc ça, c'est le principe hiérarchique. Alors bien entendu, on peut sortir un objet d'une hiérarchie, on peut le déparenter. C'est pour ça que vous avez ici notamment la fonction unparent ou son raccourci clavier Shift-P. Donc c'est comme si vous sortiez un objet d'un groupe, si ce n'est qu'ici, vous allez le sortir d'une hiérarchie. Donc si je prends le petit bout de main qui est ici, ou l'espèce de moufle ou de gant qui est là, qui peut symboliser ce genre d'objet, et bien ici, si je fais Shift-P, regardez bien dans l'outliner, hop, automatiquement, l'objet sort de la parenté.
Alors, est-ce que je suis systématiquement obligé de le reparenter avec P en faisant une sélection? Non, on peut directement parenter dans l'outliner. Donc, si je prends mon objet et que je viens le glisser ici avec le bouton central de la souris dans la hiérarchie en lui donnant un ordre, eh bien, hop, vous voyez, je peux recréer la hiérarchie sans aucun problème. Donc, ça, c'est le concept de parenté, dédié avant tout à la pose d'objet ou à l'animation par la suite. Le troisième concept va nous être directement plus utile. Ce n'est pas un groupe à proprement parler, mais on va voir qu'on s'appuie sur une idée assez proche. Ces trois objets sont indépendants, on l'a bien vu, et donc je vais les combiner. Mais une combinaison dans Maya, ce n'est ni un groupe, ni une hiérarchie. En fait, une combinaison, ça crée en fait une seule entité. Souvenez-vous, j'en avais très brièvement parlé lors de la capsule dédiée au merge, au weld et au bridge. Eh bien, ici, quand vous allez combiner, c'est que vous avez une intention particulière. Faire de trois objets différents, comme c'est le cas ici, une seule entité géométrique. On va le faire pour voir ce qui se passe. Je prends les trois objets. On voit bien qu'ils sont indépendants pour l'instant dans l'outliner, et je les combine. Alors la fonction combine, vous l'avez ici, dans la shelve polymodeling, ou vous l'avez éventuellement dans votre modeling toolkit, si vous aimez bien votre modeling toolkit, ou alors également dans le menu contextuel, shift bouton droit, le marking menu ici, combine, c'est la même chose. Et donc je vais les combiner. Regardez bien ce qui se passe dans l'outliner. Je les combine. Remarquez, temporairement, Maya crée en fait des icônes de groupe dans lesquelles il n'y a pas véritablement d'objet. Il y a en fait une trace qui vise à faire comprendre qu'en fait c'est un groupe temporaire qui va servir pour une manipulation particulière. Et donc si maintenant je constate, il y a effectivement, le logiciel ne considère plus cet objet-là que comme un seul. Et regardez, quand je le sélectionne, il a pris le nom en fait d'un des trois objets. Donc p-hand, ici 4, c'est devenu en fait un seul objet. Donc la petite moufle rose, le cylindre et le cube, pour Maya, ne sont considérés maintenant plus que comme une seule entité. Alors généralement, si vous combinez, c'est que vous voulez que les objets initiaux soient considérés par Maya comme un seul et même objet. D'ailleurs, la preuve, ils n'ont tous les trois plus qu'un seul point de pivot. Il n'y a plus de point de pivot spécifique aux trois objets d'origine, il n'y a plus qu'un seul pivot commun aux trois. Donc ici, on voit bien que si maintenant je fais pivoter, il n'y a effectivement qu'un seul pivot. Je ne peux pas déplacer l'espèce de moufle ici séparément, je ne peux pas déplacer le cylindre séparément et je ne peux pas déplacer le cube séparément non plus. Ils sont considérés comme une seule entité géométrique. Et donc, généralement, si on combine, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Généralement, quand on va combiner, c'est qu'on a l'intention, c'est pas obligatoire, mais c'est qu'on a l'intention de ne faire qu'une seule entité et potentiellement de profiter de cette seule entité pour souder dans le maillage, pour fusionner du maillage. Je vous rappelle que ça n'est possible, vous ne pouvez souder des points que s'ils ne font partie d'un même objet. Et donc, le fait de combiner permet ce genre de choses. Donc ici, je vais par exemple décider de souder les points. Donc je vais par exemple, on va le faire ici, on pourrait le faire avec un bridge, hein, souvenez-vous. On pourrait le faire en target weld, on pourrait le faire en merge border edge, il y a toutes sortes de possibilités. Je vais prendre par exemple les 4 polygones ici, sur l'entrée de la moufle et sur l'entrée du cylindre, et je vais tenter un bridge. On croise les doigts, hop, voilà, c'est bridgé, et il a accepté de le bridger, parce que justement, le nombre de polygones était le même sur le cylindre et sur l'entrée de la moufle, et donc les points se sont bien retrouvés l'un en face de l'autre pour pouvoir être soudés. Donc je valide, et si je regarde, effectivement, je n'ai plus qu'un seul point à la jonction de poignet de la moufle, et également à la jonction du poignet du cylindre. Et tout ça est soudé. Et je pourrais avoir la même logique entre le cube et le cylindre, puisque j'ai ici à l'entrée de mon cylindre 4 polygones. C'est simplement à ça qu'il faut faire attention. Quand vous avez l'intention de souder, c'est toujours plus facile de souder quand le nombre de points est équivalent d'un côté et de l'autre. Donc là, j'ai 4 polygones.
qui totalisent en fait 8 arêtes sur leur pourtour. Et donc j'ai la chance ici d'avoir aussi 4 polygones qui pourraient comptabiliser 8 segments sur leur pourtour. Donc pour me faciliter la vie, je modifie un tout petit peu la forme de ces 4 polygones en les circularisant avec l'outil qui est ici. Vous avez Circularize. Voilà. Ça prend les 4 polygones et ça les transforme en la forme la plus proche d'un cercle. Et donc ça sera plus facile pour venir connecter ensuite avec le morceau de cylindre qui est là. Donc j'ai validé le Circularize. Je vais déplacer un tout petit peu les polygones qui sont toujours sélectionnés. Je vais les pivoter un tout petit peu. Voilà. Et je peux par exemple soit décider de refaire un bridge comme tout à l'heure ici, ou alors simplement souder par exemple par point ou bridger par edge, c'est comme on veut. On va voir que les deux fonctionnent. Donc par exemple ici, je vais faire avec des edges creuses, enfin avec des faces creuses, comme ça vous allez voir que ça marche aussi. Delete. Je vais également effacer ici. Delete. Ah, attention, j'ai sélectionné une face de trop ici en bas. Voilà. Delete pour avoir le même nombre de polygones effacés. Je vais ensuite sélectionner l'ouverture de mes arêtes en faisant un double clic sur la ligne d'arête pour obtenir les fameuses border edge dont on avait parlé il y a quelques capsules d'ici. Je vais rapprocher un tout petit peu la ligne de segment, l'agrandir un tout petit peu pour qu'elle soit plus facile à adapter, puisque je vous rappelle que le border edge fonctionne avec un seuil de distance, donc plus les arêtes sont proches l'une de l'autre, plus ce sera facile. On va pivoter un tout petit peu, comme ça ce sera plus simple. Comme ça je les mets en parallèle l'une avec l'autre, entre les deux ouvertures. Voilà, c'est assez proche, ça devrait marcher. Je sélectionne les deux edges ouvertes, donc un double clic sur les arêtes qui composent les arêtes ouvertes situées des deux côtés, et ensuite je tente, comme dans la capsule spécifique qu'on avait vue à l'époque, je tente ici Merge Collapse, et je vais chercher par exemple ici Merge Border Edge. Et donc là j'ai un petit seuil de tolérance, et hop, à 1, il tente, il y arrive presque, il n'y est pas arrivé partout, regardez ici, il y a un point qui a été ignoré parce qu'il est probablement au-delà du seuil de 1 cm. On va faire par exemple 1,2 pour voir. Ah, dommage, il ne le prend pas. Toujours embarrassant. Non, pas de chance, ça ne marche pas. Je vais rester un peu plus fort. J'ai peur qu'à un moment donné, la valeur soit trop importante et que ça ne soude les points trop loin. Non, décidément, on n'a pas de bol. C'est pas grave. Je vais le souder à la main. Donc, je vais valider ceci. Et je vais moi-même souder les deux points concernés. Ici, je les sélectionne tous les deux. Et je vais par exemple faire bêtement ici un Merge Vertices to Center. Voilà. Et donc là maintenant, si je regarde, j'ai effectivement ici une soudure. Et donc le Combine, finalement, ce n'est pas en fait une organisation de groupe qui a pour but de créer un groupe au final. C'est une organisation qui a pour but de permettre la soudure de différents éléments en un seul maillage au final. Et quand on a terminé, on peut se demander, mais alors que faire éventuellement des sous-groupes temporaires qui ont été créés ici par le Combine? Eh bien c'est simple, on a déjà eu l'occasion d'en parler, dans une capsule précédente aussi, on a déjà parlé du Delete History, du Delete by Type History, et donc ici on va le mettre en action. Donc je repasse dans ma channel box pour voir ce qu'il en est, et vous voyez ici j'ai les différentes fonctions, celle qui a permis de raccrocher les différents éléments, donc le Combine. Dans le channel box, elle s'appelle Polling Unit. Et donc si maintenant je veux valider tout ceci de manière définitive, le simple fait d'écraser l'historique va également faire disparaître les trois groupes temporaires qui ne servent pour l'instant plus à rien. Donc ici, Alt, Shift, D, pour créer en fait, pour écraser l'historique de modélisation. On va tout de suite voir que dans la channel box ça s'écrase, mais qu'également dans l'outliner, les trois groupes temporaires vont disparaître, alors qu'ici ça va s'écraser. Donc je le fais, Alt, Shift, D, hop, écrasement de l'historique, écrasement des groupes inutiles dans l'outliner, et je me retrouve avec un seul objet composé d'une seule enveloppe de polygones. Ça va? Un dernier point à finaliser, à ajouter avant de finaliser cette capsule. Tout à l'heure, nous avions vu comment sortir les objets du groupe ou comment les déparenter dans le cas de la deuxième série. Ici, comment faire une fois que le maillage est soudé? Comment extraire des faces ou comment recréer des objets à nouveau indépendants? Là, effectivement, ce sera plus difficile puisque le maillage est constitué. Tiens, je vois que j'ai effacé une face par erreur, je vais vite la remplir avec un fill all.
objet que vous connaissez, enfin outil que vous connaissez, Philall. Voilà. Donc pour dissocier ou pour décrocher du maillage, ce qui est un petit peu plus long que simplement sur une hiérarchie avec unparent ou sur un groupe avec ungroup, et bien ici, je vais vous montrer sur une copie, donc je duplique cet objet-là. Voilà. Pour dissocier le maillage, à ce moment-là, je dois faire des extractions et faire la fonction inverse du combine qu'on appelle le séparer. Donc imaginons que je sélectionne tous les points qui constituent l'espèce de petite moufle qui est ici. Eh bien, si je veux séparer ces polygones-là, donc couper à la zone de jonction, j'ai ici en fait la fonction extract face qui est planquée par exemple ici. Vous voyez, elle n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin du combine, ça n'est pas pour rien. Elle est aussi, je pense, dans la Modeling Toolkit, quoique là j'ai un doute, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le Modeling Toolkit. Non, ils ne l'ont pas mis par défaut, mais vous l'avez de toute façon dans le menu contextuel, vous devez la voir. Pom 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 pom, où est-elle planquée? Extract face, elle est ici. Donc si je vais la chercher dans mon menu contextuel ou dans la shelve, comme on veut, je fais un extract face. Voilà. Remarquez, dès le départ, Maya crée à nouveau un groupe temporaire, comme avec la fonction combine. Il me demande éventuellement si je veux effectuer l'une ou l'autre modification durant l'extraction. Est-ce que je veux par exemple créer un décalage, donc gonfler les polygones sur eux-mêmes, éventuellement les séparer tous les uns des autres avec le keep face together en le mettant off. Ici, ce n'est pas le cas, donc je ne vais même pas faire attention à ceci. Je vais simplement valider en appuyant sur Q pour revenir sur mon outil de sélection. Voilà. Et donc si maintenant je regarde, j'appuie sur W, je vois que mon point de pivot est décalé, mais c'est pas grave, je vais le recentrer. Hein. Donc vous avez ici soit en appuyant sur D, le menu contextuel Reset Pivot, ou alors tout en étant en Edit Pivot, le Reset c'est là aussi, c'est la même chose, pour le repositionner sur mon objet. Voilà, on l'avait déjà vu hein, quand on avait réalisé la petite capsule en relation avec l'Edit Pivot. Et donc ici maintenant, j'ai un autre objet. Mais est-ce que cet autre objet est déjà considéré comme un objet véritablement indépendant de l'autre? Je vois qu'ici, je vais également recentrer mon pivot. Voilà. Donc, là j'ai un objet, là j'ai un autre objet, mais qui pour l'instant, cet autre objet est, vous voyez ici, dans un groupe temporaire. Donc en fait, celui-là et celui-là ne sont pas encore totalement indépendants, parce que justement, ils sont toujours à l'intérieur d'un groupe intermédiaire, d'un groupe temporaire. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est comme Combine, il suffit simplement de faire un écrasement d'historique pour pouvoir retirer les groupes. Eh bien non, malheureusement, de ce côté, dans ce sens-ci, ça ne marche pas de manière aussi évidente. On va essayer. Hein. Donc on a fait un extract face ici, et donc on a deux objets temporairement différents. On peut essayer pour voir ce qui se passe si on fait un écrasé d'historique. Donc je passe dans mon objet ici, je vois ceci, je fais Alt-Shift-D pour voir. Ça écrase historique, mais ça ne le sort pas du groupe temporaire. Je fais la même chose avec l'autre, Alt-Shift-D. Ah, lui, ça le retire d'un groupe temporaire, mais ils sont tous les deux pour l'instant toujours dans un groupe intermédiaire. Donc si je veux valider de manière définitive, je peux utiliser soit la fonction separate, qui va marcher, mais alors le plus simple encore ici, la separate, si vous en avez besoin, elle est dans la Modeling Toolkit. Hein. Elle est ici, ou elle est ici, pas très loin de la combine, elle est ici, c'est la fonction inverse du combine. Mais si vous faites un extract, il y a de fortes chances pour que le separate soit inclus dans la fonction extract. Donc la solution la plus simple, une fois que vous avez deux maillages qui sont dissociés et qui apparaissent comme étant deux objets différents au sein d'un même groupe, eh bien pour en faire des objets indépendants, c'est tout bête. Il suffit simplement de les retirer du groupe temporaire. Donc ici, je les retire du groupe. Je le déplace avec le bouton central de la souris pour le sortir du groupe. Voilà. Et ici, je vire le groupe temporaire. Donc ici, delete de l'ancien groupe. Et hop, je me retrouve avec deux objets qui fondamentalement sont indépendants dans la gestion de Maya. Je peux éventuellement les finaliser si je dois par exemple reboucher ici, mais ça vous savez déjà faire. Donc ici un petit fil all, même chose sur le poignet de la moufle ici, edge, fil all, hop, voilà. On peut éventuellement reconstruire les polygones, mais ça vous savez déjà faire avec le multicut ou avec le connect tool comme bon vous semble. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois
grandes familles qui permettent de grouper, de hiérarchiser ou de combiner dans l'optique de créer un maillage commun. Et donc, retenez une chose, si vous voulez sortir d'un maillage commun pour à nouveau dissocier du maillage pour en faire des objets différents, vous devez passer par l'extract face ou éventuellement par la fonction separate qui permettra de dégrouper le maillage dans sa structure. Ne l'oubliez pas, cette partie-ci, on va en avoir l'usage tout le temps quand on va commencer à modeler des végétaux.